D'accord, merci professeur. Alors je voudrais préciser à l'endroit de l'auditoire, bon, nous avons deux écoles en matière de jury, de direction de travail. Il y a des enseignants qui se désolidarisent du candidat à partir du moment où l'enseignant se retrouve dans le jury. Il y a par contre des candidats, il me semble que c'est l'option de votre encadreur, qui décident d'aller au bout de l'affaire. Il me revient alors la lourde tâche d'évaluer ce que vous avez fait. Et je voudrais commencer par vous féliciter, M. Diop. Féliciter parce que nous-mêmes, nous avons eu un DA en droit de la décentralisation qui fait partie de nos devanciers. À l'époque, il n'y avait que ce master, il n'y a pas de master, il y avait le diplôme d'études approfondies. Et il y avait le DA droit de la décentralisation que nous avons. Pratiquement tous les enseignants qui sont issus d'ici et qui ont eu leur diplôme avant 2014, oui, 2010. Oui. Ce sont des enseignants qui sont des spécialistes de la décentralisation. Et c'est une passion pour nous parce que depuis la licence, nous sommes autour des disciplines qui s'intéressent aux finances locales, à l'administration territoriale. Et je voudrais vraiment vous féliciter. Je le rappelle pour tout simplement qu'on comprenne que ce n'est pas quelqu'un qui ne s'y connaît pas qui vous félicite. Félicite parce que le sujet, il est intéressant. Des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. C'est un sujet que les étudiants ont déjà traité ici. C'est un sujet que l'on retrouve parfois dans les mémoires de l'ENA. Et que c'est un sujet qui a son intérêt. Pourquoi? Parce que l'État, aujourd'hui, la plupart de ses fonctions sont aspirées entre l'échelle communautaire et les collectivités territoriales. Pour aujourd'hui comprendre l'État, il faut impérativement revenir à la décentralisation. Et notre principale difficulté dans nos pays, ce n'est pas le problème que nous avons. L'État détient les ressources, veut donner une certaine autonomie aux collectivités territoriales, mais ne veut pas renoncer à son pouvoir financier. Et l'intérêt du sujet a justement consisté pour la commune de Saint-Louis à rappeler le contexte qui aujourd'hui encore prévaut dans les rapports entre l'État et les collectivités territoriales. Et c'est tout à votre honneur. Alors, le travail il est équilibré. Nous, c'est un réflexe pour nous. Une première partie qui tourne autour de 34 pages, il me semble, et une deuxième partie aux alentours de 30 pages. C'est raisonnable, le travail il est équilibré. On avait l'habitude à chaque fois de que les gens comprennent que ce n'est pas un étudiant qui s'est senti à l'aise dans la première partie pour dans la deuxième partie bricoler. Et puis, on sent que le travail il est équilibré dans les deux parties. Aussi bien la réflexion, le contenu que les thèmes qui sont soulevés. Alors la démarche, elle est également originale. Dans une première partie, nous sommes sur le régime financier, c'est le cadre général, dire que c'est le cadre que l'État a dessiné. Mais dans les faits maintenant, nous nous rendons compte que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'État ne veut pas encore renoncer à un certain nombre de privilèges par rapport aux ressources. C'est un fait que l'exécutif veut encore garder les ressources financières avec ces régies qui contrôlent les ressources financières. Alors, cela dit, un travail, il s'apprécie aussi parce que nous avons toujours la volonté de l'améliorer. Ça ne signifie pas que ce qui a été fait n'a pas été intéressant. Au contraire, le jury veut apporter sa contribution pour dire que voilà des choses qui pourraient être enrichies. Alors, la première remarque dans ce sens, c'est que de temps à autre, je vois la collectivité locale. Collectivité locale. Vous avez remarqué vous-même. Collectivité locale. Or, la loi constitutionnelle de 2016, qui remplaçait déjà implicitement collectivité territoriale, collectivité locale par collectivité. Ensuite, il y a eu, depuis 2018, dans tous les actes administratifs, législatifs, réglementaires, la dénomination a changé pour tout ce qui est local devenant territorial. Donc là, il faut vraiment corriger. Je pense que pour un travail de cette valeur,
de cette nature, il faut quand même corriger cette petite maladresse qui pourrait dévaloriser le travail. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, mais d'accord, le thème de la décentralisation, c'est de la pratique. Tous les jours, nous faisons de la décentralisation avec les collectivités territoriales, mais il ne faut pas oublier que le sujet, c'est un sujet théorique aussi. Sujet théorique. Nous enseignons dans les masters que nous délivrons, pour lesquels nous délivrons des diplômes, nous enseignons ce qu'on appelle les fondamentaux juridiques. Moi, je comprends difficilement, M. Diop, une dizaine d'ouvrages généraux, spéciaux, confondus. Une dizaine d'ouvrages. Une dizaine d'ouvrages que vous avez travaillé. Là, je peux encore comprendre. Mais vous avez 4 à 5 articles. Pour un travail de cette envergure, pour un étudiant en master 2, il n'y a plus de travaux dirigés. Pourquoi? Parce que nous voulons vous pousser vers la réflexion. Nous voulons vous pousser vers la recherche. Je rappelle toujours aux étudiants que c'est une unité de formation et de recherche. La formation, d'accord, ils l'assurent. Mais la recherche, c'est votre responsabilité. Je dis toujours que le bâtiment le plus imposant de l'université, c'est la bibliothèque. Ce n'est pas gratuit. Alors, pour un travail aussi volumineux, c'est près de 80 pages. Des choses intéressantes qui auraient pu être corroborées par des théories qui existent à gauche et à droite. La décentralisation, c'est plus qu'une pratique. C'est devenu une véritable discipline, indissociable du droit public et des autres disciplines qui composent le droit public. Il y a pas mal de théories. Nous aurions pu invoquer pas mal d'auteurs. Par exemple, vous remettez en question, et ça je vais y revenir, remettez en question pratiquement l'autonomie financière. Pour dire que oui, il y a les régies. C'est l'État qui assure la comptabilité. C'est l'État qui gère les ressources fiscales. Et vers Mme Stekel-Montes qui remet en question pour dire même en France, on ne parle même pas du Sénégal, mais même en France, il y a ce qu'on appelle un pouvoir fiscal local en trompe-l'œil. Il faut aller en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, pour comprendre le véritable pouvoir fiscal local dont disposent les collectivités territoriales, qui ont la possibilité de lever l'impôt. Ce sont des propositions qu'il ne faut pas hésiter de faire. Il faut avoir le courage. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons tous que dans ce pays, les gens à gauche et à droite disent qu'il y a, nous traversons un marasme économique. Nous traversons une difficulté du point de vue financier. Mais pourquoi les collectivités territoriales ne seraient pas responsabilisées davantage pour leur permettre d'être, puisque ce sont elles qui sont plus proches des activités économiques, avoir un peu plus d'entreprise que l'État. Peut-être que ça pourrait corriger un certain nombre de choses. Et quand nous voyons, mais dans certaines communes où vous avez Richard Toll, des communes parfois qui sont en mesure de se débrouiller et d'emmagasiner un certain nombre de ressources en raison de l'activité économique qui y prévaut. Ce sont des propositions vers lesquelles il faut avoir l'audace d'aller pour enrichir. Mais pour pouvoir réussir ce défi, il fallait dans un premier temps avoir des ressources théoriques suffisantes. 5 articles pour moi, vraiment, c'est un reproche. Moi, ça m'a fait mal. Quand je soulève la biographie, je vois, oui, article, Koufedi Sadikou, Si Amadou, Touré Cheikh Tidiane, Moussa Zaki, c'est fini. Je suppose que vous en avez lu d'autres. Deux choses l'une. Ou bien la bibliographie, vous n'avez pas eu le temps de l'achever, ou bien vraiment il y avait encore pas mal de choses à lire pour pouvoir produire un travail qui serait peut-être mieux étoffé que ce que vous avez proposé. Donc là, il faut vraiment corriger, essayer de voir tous les textes que vous n'avez pas intégrés, mais surtout du point de vue de la bibliographie. Si vous avez d'autres ouvrages, des articles que vous avez consultés et qui ne figurent pas dans les ressources, les intégrer. Un travail, dans un premier temps, ce sont vos sources. Dites souvent aux étudiants, mais quand on vous pose un certain nombre de questions, on ne vous demande pas votre avis personnel. Ce qui nous intéresse, c'est le point de vue du droit. Et plus vous avez ressources à des sources du droit, telle la doctrine, mais plus vos propos sont fiables. Donc, n'hésitez pas à enrichir cette bibliographie. Ça permettrait à ce travail de gagner en importance. Alors, je voudrais également revenir sur la problématique. Nous allons lire ensemble. Ainsi, pour mieux appréhender notre sujet, nous avons jugé pertinent de nous interroger sur la question de savoir comment se présentent les interactions financières entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de la commune de Saint-Louis. Deux choses. Une réflexion que vous avez pourtant soulevée, qui est intéressante,
oui, mais les Saint-Louisiens, tous les jours, sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Nous allons essayer de voir dans les faits, cela ne ressort pas dans la problématique. Ensuite, nous allons vers la réponse. Ah, c'est le professeur Oumadia qui nous y avait initié. Quand on pose une question, on y répond. Et alors, en principe, les collectivités, alors vous avez mis local, corrigé, territorial, s'administrent librement avec leurs propres organes, disposent d'une autonomie financière, ce qui implique une gestion budgétaire et fiscale indépendante. Cependant, leurs ressources propres sont limitées. Par conséquent, elles doivent recourir à des ressources extérieures. Cette situation est particulièrement évidente dans le cadre des communes, dont la principale ressource est constituée par une fiscalité locale qui n'est pas toujours entièrement recouvrée. Où est Saint-Louis dans cette histoire? Vous personnalisez la problématique, mais vous ne personnalisez pas la réponse. Pour la problématique, on sait que vous vous intéressez à Saint-Louis. Regardez, vous dites comment se présentent les interactions financières entre l'État et les collectivités dans le cadre, vous l'avez omis, territorial, dans le cadre de la commune de Saint-Louis. Mais dans la réponse, il n'y a pas de Saint-Louis. Nous, on avait besoin de savoir que puisque vous êtes en train de vous poser un certain nombre de questions et que vous avez pris en exemple une commune particulière, mais justement, pour cette commune, mais qu'est-ce qui ressort pour la réflexion? Et ça nous permet d'aiguiller toute la réflexion qui va suivre. Et je reste sur cette problématique. Je suis étonné quand dans la deuxième partie, dès le départ, je trouve la prédominance de l'État dans la gestion des finances de la commune de Saint-Louis. La prédominance de l'État dans la gestion des finances de la commune de Saint-Louis. Je rappelle que tout à l'heure, j'avais précisé que nous sommes dans un premier temps sur les fondamentaux théoriques avant d'en arriver aux autres. Et les fondamentaux théoriques, nous retournons, vous les rappelez justement ici. En principe, les collectivités territoriales s'administrent librement avec leurs propres organes et disposent d'une autonomie financière. D'accord, vous avez dit en principe. Mais il y a une base juridique. Il faut le préciser. Vous rajoutez ce qui implique une gestion budgétaire et fiscale indépendante. Pourtant, dans la deuxième partie, dès le départ, vous appréciez ce rôle financier de l'État. Ça veut dire quoi? Vous, d'un revers de main, vous balayez tout ce qui est autonomie financière. J'aurais aimé que dans un premier temps, cette autonomie financière, mais vous l'appréciez à l'endroit d'abord de l'autonomie budgétaire. Et puis maintenant, que oui, à côté de l'autonomie budgétaire, maintenant, l'autonomie comptable est discutable. L'autonomie fiscale est discutable. Encore que ce n'est pas réellement un problème. Vous savez pourquoi? Mais vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a le principe. Malheureusement, bon, nous sommes dans un pays où... Mais restons sur les principes, c'est vous qui les rappelez. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, si tout se passe comme il faut, mais ce n'est pas l'État qui a une certaine prédominance sur les ressources des collectivités territoriales. L'État a tout simplement pris le soin d'encadrer cette autonomie et de dire que oui, pour le budget, je vous laisse l'autonomie de gestion, mais je préfère, pour les questions financières et les questions fiscales, les confier à des spécialistes que moi j'ai fait former, et voilà, ils sont autonomes, ils gèrent par rapport à des textes, par rapport à des lois. Parce que normalement, un comptable, il a le règlement général sur la comptabilité, il lui dicte la conduite à tenir quand il veut évaluer ou quand il veut tenir votre gestion. Il est autonome de l'État. D'ailleurs, il est délié, et ça c'est le juge administratif qui le dit, de l'obéissance habituelle qui est due à un supérieur hiérarchique par rapport au ministre en charge des finances, par rapport même au responsable de la structure auprès de laquelle il a été accrédité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette autonomie comptable qui est là, mais qui ne bénéficie pas à la collectivité territoriale tel qu'on le souhaitait. Pourquoi? Parce que le comptable n'est pas nommé par la collectivité territoriale. Donc, ce que je voulais tout simplement dire, c'est qu'il ne faut pas remettre en question cette autonomie qui est consacrée dans les textes et que nous peinons à retrouver dans la réalité. Mais nous restons dans un premier temps liés par ce que les textes disent. L'autonomie financière, normalement, c'est vous qui le dites, je vous relis, c'est vous qui le dites. Vous dites, il convient, non, vous dites, ce qui implique une gestion budgétaire et fiscale indépendante, disons autonome. Donc il faut être très prudent et éviter, c'est comme quand nous étions jeunes assistants, nous tombons sur un sujet, la séparation des pouvoirs au Sénégal. Il y a un collègue qui dit, oui, mais correction, il n'y a pas de séparation des pouvoirs au Sénégal. Et c'était un débat houleux. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Mais nous n'allons pas sur la base de ce qui se fait sur le terrain
dire que oui, mais il n'existe pas de séparation de pouvoirs. Non, nous allons commencer par dire que oui, la Constitution consacre la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il y a des titres pour les différentes institutions qui fonctionnent de façon autonome, mais il y a indépendance organique, il y a spécialisation fonctionnelle seulement. Mais vous ne pouvez pas commencer par ce que vous êtes sur le point de dire, après le seulement, pour en faire la règle. Donc attention, cette autonomie financière, nous y tenons, parce que si les collectivités territoriales acceptent de perdre cette bataille d'avance et abdiquent pour dire que oui, nous avons compris, l'État reste encore prédominant sur notre finance, c'est un fait, c'est un constat. Mais du point de vue textuel, moi je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé que cette thèse soit contrebalancée et qu'on essaie de voir, mais quel compromis trouver. Un exemple, par exemple. J'ai été en stage au Trésor en 2009, je me souviens. Et je suis tombé sur un inspecteur à l'époque qui me dit que oui, mais bon, dans les collectivités territoriales, il a des difficultés, par exemple, l'autonomie comptable. Pourtant, il m'a rappelé que dans les textes, parce qu'il avait dit que, oui, parfois même, c'est le directeur général des impôts et domaines qui est l'ordonnateur en matière de recettes. Non, non, le texte dit que, dans le principe, c'est le maire. Maintenant, puisqu'il n'a pas cette expertise, on va laisser le directeur général des impôts et domaines, mais normalement, on doit régulariser avec le maire. Ça, nous ne le faisons jamais. Pourtant, ce sont des perspectives à explorer et il y a des opportunités pour faire un certain nombre de propositions pour permettre aux collectivités territoriales de mieux gérer cette autonomie financière. Alors, cela dit, cela ne remet pas en question la qualité du travail. J'ai eu plaisir à lire et j'ai encore lu et relu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui m'ont fait réfléchir. Et j'estime que c'est un travail, comme l'a dit votre encadreur tout à l'heure, qui mérite d'être soutenu, mérite d'être défendu et qui se défend quelque part lui-même. Mais il faut être prudent. Oui. Il faut être prudent sur un certain nombre d'intitulés. Il y a également les tableaux. Pour les tableaux, je pense que parfois, vous aviez l'opportunité de faire un certain nombre. Je prends. Mais la répartition des dépenses de fonctionnement du cabinet du maire de la commune de Saint-Louis, et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vous retrouvez beaucoup de dépenses en carburant, lubrifiant, frais d'émission, et le volume le plus important, c'est subvention aux ASC, 55 millions. Subvention aux ASC. Subvention aux ASC, 55 millions. C'est presque. Oui, mais bon, mais nous avons des ambitions. Il faut oublier qu'une collectivité territoriale, c'est aussi une politique. Vous avez une politique de décentralisation, vous avez une politique de développement. Mais est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, 55 millions, pratiquement, il y a peu de dépenses qui font même la moitié. C'est vrai. Ça pose problème. Pour moi, ce sont des années. Il fallait s'arrêter. Question de priorité. Et faire certaines années, avoir le courage. Oui, mais de nous dire, est-ce que voilà, ce type de dépenses peut faire avancer une collectivité territoriale? Est-ce qu'on a un ordre de priorité pour les dépenses? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous avez le cabinet du maire, vous avez les secours aux indigents, legs enrichis, ça c'est autre chose. C'est quoi? Cotisation, association des maires, AMS, AIMF, OVMP, 500 000 francs. Cotisation Fédération mondiale des villes jumelées, 1 million. Participation diverse, 15 millions. Indemnité de représentation, 10 000 maires, 10 millions 800. Personnel temporaire, tout le personnel temporaire, 6 millions 400. Indemnité délégué de quartier, 15 millions. Mais subvention aux ASC, 55 millions. Mais il faut s'arrêter et réfléchir. Nous avons le droit, en réalité, les mémoires, c'est pour ça. Il faut faire des propositions. Est-ce que finalement, mais la présentation des budgets des collectivités territoriales n'est pas finalement libre? Est-ce qu'il ne faut pas trouver un modèle qui permette de sécuriser un certain nombre de dépenses? Il y a une collectivité, mais pour fonctionner, il y a un minimum. Il y a des collectivités qui font des efforts, qui font des investissements même. Mais il y a certaines ressources pour y bénéficier. Il faut avoir un ratio, fonds d'équipement des collectivités, il faut avoir un ratio entre l'investissement et les ressources que vous avez. Si vous atteignez un certain seuil, vous bénéficiez de ressources complémentaires. Mais combien de collectivités parviennent à satisfaire cette exigence? Il faut avoir le courage. Ces tableaux, vous avez des tableaux qui comportent des informations importantes. Mais il faut prendre le soin de les
de les analyser. Et je termine par la conclusion. Et c'est par là que moi je vais conclure. Moi, je suis resté sur ma fin. J'ai conclu en 2 pages avec tout ce qu'il y a eu comme idée, tout ce que vous avez développé, tout ce que vous avez analysé, les ressources des collectivités territoriales. Est-ce que c'est suffisant? Mais si ce n'est pas suffisant, mais il y a des propositions du professeur Abdoulaye à l'époque, en 2009, sur la péréquation. Mais on n'a pas vu des réflexions qui sont allées dans le sens de faire davantage de propositions. On n'en parle pratiquement plus. On n'en parle pratiquement plus. Mais là, on avait la possibilité, à travers la conclusion, de faire des propositions qui nous permettaient, nous, d'avoir plus de visibilité, et vous, surtout, d'avoir un œil sur la thèse, pourquoi pas. Parce que j'estime que ce sont des sujets dont l'État a besoin. L'État a besoin d'avoir l'œil de l'expert. Nous sommes dans un pays où les gens ne s'en doutent pas, mais c'est la routine qui fait fonctionner notre pays. Effectivement. Dans pratiquement tous les ministères, on reconduit les mêmes budgets. Dans les collectivités territoriales, nous reconduisons les mêmes budgets. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Et dans certaines structures, quand celui qui prépare le budget a fini, il perçoit une indemnité de 500 000 francs. Alors qu'il n'a fait que de prendre ce qui était là l'année dernière pour proposer à nous. Voilà un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait réfléchir et faire des propositions sur la conclusion. Cela n'enlève rien à votre mérite. Je voudrais réitérer mes félicitations et féliciter aussi le professeur Omar Dia. Je sens la rigueur, dit qu'avec lui, Effectivement. oui, ça prend parfois du temps, mais c'est pour la bonne cause. Parce que oui, nous encadrons souvent des mémoires, nous assistons souvent à des soutenances. Et il y a des étudiants à qui nous demandons de retourner travailler. Pourquoi? Parce que ce qui a été produit quand même ne mérite pas d'être déposé et ne mérite pas de voir le nom d'un enseignant de l'UFR figurer sur la page de garde. Donc je voudrais à nouveau vous féliciter et vous encourager pour la suite avant de repasser la parole au professeur Omar Dia. S'il a des choses à ajouter, dans le cas contraire, nous allons vous retourner là. Si vous avez des réactions par rapport à ces observations. Sinon, ce sera le dernier mot. Merci, professeur. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Je crois que toutes nos attentes ont été réalisées. Vous avez donné un avis d'expert sur la question. Véritablement, votre intervention est très pertinente et très intéressante. Je crois qu'il prendra en compte les reproches que vous lui faites. Donc, merci encore une fois, monsieur le professeur. Alors, je termine peut-être avec la subvention des ASC. Moi, j'ai été secrétaire général d'ASC de Noël pendant 9 ans. Pendant 9 ans. L'ASC Diapo de Baké. Vous devez de l'argent. On met toujours de la pression sur le père. Et les amicales des étudiants aussi, ils ne faut pas oublier ça. Tout à fait. Ils louent un bâtiment, un immeuble, et ils demandent au père de financer ça. Ça arrive. Moi, je faisais partie aussi du président de l'URKM, l'Union des étudiants de Baké et Touba, ici en Niger. J'en étais le premier vice-président quand on crée l'AMICA. Là aussi, toutes nos activités étaient financées par le maire de Baké. Donc, c'est ça qui amène ces situations-là. Sinon, vous n'avez pas de paix. Parce que c'est des jeunes. Tout à fait. Vous n'avez pas de paix. Voilà, mais ça, véritablement, c'est extrêmement pertinent. Extrêmement pertinent. Alors, donc, on vous remercie encore une fois, monsieur le professeur, pour vos remarques fort pertinentes. Alors, je vais ajouter quelques éléments peut-être. À mon avis, le travail est très bien rédigé. Il n'y a pas de faute. Quand on corrige les mémoires des étudiants, en général, on passe tout le temps à corriger des fautes. Oui, absolument. Voilà, mais ici, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Je n'en ai pas soulevé. On n'en a pas vu pratiquement. Donc, ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc, ça, c'est un point extrêmement positif dans ce travail-là. Alors, il y a beaucoup d'informations également sur la commune de Saint-Louis, en matière financière. Ça aussi, c'est un point très positif, justement, dans le cadre de ce travail-là. Donc, quelqu'un qui lit ce mémoire-là, il saura beaucoup de choses sur la vie financière, donc à Saint-Louis. Et c'est ça aussi un intérêt, n'est-ce pas, de ce mémoire-là, je crois. Les tableaux synoptiques aussi, ça me permet de saisir beaucoup de choses. Absolument. Voilà. Sauf que ce que le professeur Traoré a souligné là, moi, je n'ai pas vu. Oui. Donc, je ne vais pas faire attention. Voilà, mais c'est extrêmement pertinent, encore une fois. Hein. Alors, les tableaux, je crois que c'est intéressant là aussi, parce que ça me permet, d'une vue, voilà, de saisir beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans le travail. Alors, page 16, 24, 26, etc. Donc, vous avez mis des tableaux.
Là, pour nous permettre d'avoir une vie d'ensemble sur le travail. Alors, pour la bibliographie aussi, je crois qu'on en avait discuté. Effectivement. Vous avez dit de vraiment manquer encore les références parce que c'est très peu. Effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites Effectivement. sur les relations entre collectivités locales et collectivités territoriales et État. Alors, il y a quelques points de faiblesse que je vois par rapport à ce travail-là aussi, malgré que voilà, on travaille ensemble. Mais bon, la jurisprudence financière, les relations entre l'État et les collectivités locales, le régime des finances, c'est un régime d'approbation. Donc, le représentant de l'État doit approuver. Sinon, l'acte devient automatiquement nul. Voyez-vous, l'acte budgétaire devient automatiquement nul. Donc là, parfois, il y a des conflits entre l'État et les collectivités locales, entre le préfet, par exemple, et les communes. L'arrêt commune de Dagana, vous avez entendu parler de ça, par exemple. Plus récemment, peut-être Khalifa Sall, les enfants Effectivement. effectivement. C'est une jurisprudence qui pouvait vous permettre justement d'illustrer votre travail à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, le régime est très lourd en matière financière. Les représentants de l'État approuvent. Le représentant de l'État peut mettre en application, même en vigueur, le budget. Si le budget n'est pas voté, jusqu'au 31 mars, le représentant de l'État peut rendre exécutoire le budget. Les dépenses obligatoires. Il y a des dépenses qui sont obligatoirement inscrites dans le budget. Si ces dépenses-là ne sont pas inscrites, le représentant de l'État aussi peut les inscrire. Voilà. Le pouvoir de substitution, de façon générale. Si la commune n'agit pas, le préfet se substitue pour prendre la décision budgétaire. Donc tout ça, c'est des contraintes, n'est-ce pas? Et il y a des conflits, encore une fois, parfois, entre communes et maires, entre maires et préfets, et ça atterrit devant le juge. Donc on aurait pu illustrer tout cela, justement, avec des arrêts qui ont été rendus, soit par le Conseil d'État, soit par la Cour suprême. Alors, autre élément. Voilà, donc c'était ça, parce que je voulais que vous incitiez davantage sur le rôle de représentant de l'État dans ces relations. Parce que c'est important. Les relations de contrôle entre le représentant de l'État et la commune. En matière budgétaire, en matière financière, les emprunts, les conventions financières internationales dans le cadre de la coopération décentralisée. Tout ça, il y a une relation étroite entre l'État et collectivités locales à travers le représentant de l'État. Donc, j'ai vu que de la page 71 et suivante, donc vous avez essayé de traiter cet aspect-là, mais de façon, encore une fois, qui pouvait être plus fournie. Alors, surtout par rapport à la jurisprudence en la matière. Et il y en a, voilà, essayer d'illustrer justement. Alors, donc voilà, je crois que c'est la seule remarque que j'avais par rapport à ce travail. Et encore une fois, à mon avis, c'est un très bon travail que vous présentez devant les jurys ici. Et les remarques du professeur Traoré en témoignent, je crois. Donc, véritablement, moi je suis en tout cas satisfait, moi qui vous ai encadré, je suis satisfait vraiment de ce travail-là que vous présentez aujourd'hui devant les jurys. N'est-ce pas? Donc, Monsieur le Président, je vous retourne la parole. Merci, professeur. Monsieur Diop, nous allons vous prendre la parole pour peut-être une dizaine de minutes si vous avez des réactions par rapport à tout ce que nous avons dit, très rapidement, le dernier mot. Alors, je prends note des remarques, ces remarques pertinentes quand même. Comme on le dit, on ne lit jamais un mémoire déjà déposé. Quand j'ai eu à relire quand même, bon, j'ai mis mes mains entre. J'ai compris que bon, ça pouvait peut-être ressortir les aspects de faiblesse par rapport à la rédaction. Et vraiment, les remarques ont été pertinentes et j'en prends acte. J'aimerais vraiment, encore une fois, remercier toutes ces personnes qui se sont déplacées. Il y a des personnes qui sont en cours de route aussi, qui sont déplacées de région à région pour assister à la soutenance. Oui, effectivement. Donc, il y a mes camarades, mes amis, vraiment, avec qui j'ai eu à parcourir, surtout mes camarades de la promotion P30, vraiment, que ce soit ceux du droit privé comme ceux du droit public, ils sont tellement sacrifiés pour ma modeste personne. Ils étaient là depuis ce matin en train de m'aider à réaménager la salle. Je remercie aussi mes camarades du master de décentralisation. Depuis l'annonce de la soutenance, à chaque fois, ils font vraiment l'effort de m'aider, de m'assister. Je remercie aussi à mes parents ici,
présents. Je peux citer mon oncle Diola Ndiaye, mon oncle aussi Galoba. Je peux citer mon oncle Abdoulaye Ndiaye et ses frères qui sont là. Vraiment, votre présence me touche énormément. Donc, vous comprenez mon émotion. Et sachez que vraiment, je suis vraiment honoré de votre présence. Vous tous, que ce soit mes sœurs, mes cadets, ou bien mes cadettes ici présentes. Vraiment, je vous remercie. Et merci beaucoup, cher professeur, pour vos remarques et vos contributions. Parce que ce n'est pas le maire de notre ville, là, ce n'est pas le maire de la question, non? Notre maire s'appelle Galaba, Alors, voilà, M. Diop, dommage pour ceux qui voulaient assister à la soutenance et qui sont en cours de route. Oui. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'ils peuvent être au même titre que ceux qui sont dans cette salle et ceux qui n'ont pas eu le temps de venir, ils peuvent être fiers de vous. Ce que vous venez de faire, ce n'est pas évident. Être la promotion 30 et soutenir aujourd'hui, durant cette année 2025, une mémoire de Master 2, déjà, c'est une prouesse. En plus, vous avez un sujet qui attire, généralement quand une soutenance ne dure pas très longtemps. Quand une soutenance aussi pose un certain nombre de problèmes, on sent la tension. Quand le travail il est aussi intéressant, il comporte des zones de réflexion. Il dit que le travail il est riche. Et nous avons senti dans son travail qu'il a fourni des efforts. Et voilà, tout le mérite lui revient à côté de l'encadrement et des efforts fournis par son encadreur ici. Je voudrais vraiment le féliciter. Alors, nous allons vous demander de vous retirer de la salle le temps que M. Omadia et moi procédons à la délibération. Nous demandons de revenir. Jory, Serra, merci beaucoup. Maître, j'espère que vous allez bien. Nous, Serra, j'espère que vous allez bien. Ça, j'espère que vous allez bien. Ndago, Ndago. Sidi. Affaire. Maître, comment vous allez? Alhamdulillah. Délégation qui était en cours. Et elle arrive au bon moment et nous entendre dire ceci. Alors, vous avez effectué des recherches au titre de l'année académique 2023-2024 sur le sujet étude des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, l'exemple de la commune de Saint-Louis, sous la direction du professeur Omadia, ici à ma droite. Le jury, après avoir délibéré, vous avez remarqué que ça n'a pas pu, a décidé de vous décerner la mention très bien. Au nom de l'université de l'UFR, sciences juridiques et politiques pour le département de droit public, je voudrais vous adresser nos félicitations, nos encouragements en espérant que vous allez faire une thèse parce que le sujet il est intéressant et vous avez les aptitudes pour réussir ce défi. Donc nous associons à ces félicitations toute votre famille qui est ici présente dans cette salle et espérons que vous allez constituer un exemple pour vos camarades qui n'ont pas encore effectué ce saut. Félicitations et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. C'est un cadeau pour vous. Oh, merci. Merci beaucoup, professeur. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.